Bienvenue à tout le monde. Bonne année. Nous reprenons notre cycle de conférences aujourd'hui avec deux invités. Donc, je les présente. D'abord, Maxime Boulet, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM, chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire sur la communication, l'information et la société, et au groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien. Il est également membre du groupe interuniversitaire d'études sur la postmodernité. Ses recherches portent sur la théorie critique, l'économie du savoir et le rôle de la communication dans les transformations du capitalisme avancé. Il est co-auteur avec Éric Martin du livre Université Inc., des mythes sur l'augmentation des frais de scolarité et l'économie du savoir. Merci. Je suis content de me présenter. C'est vraiment la première fois, je pense que je m'adresse devant des littéraires. Je ne sais pas si la réception de mon discours va être, j'espère, être compréhensible. Moi, mon approche est plus sociologique que littéraire. Donc, le thème de la conférence étant l'université hors les murs, le rôle et fonctions des intellectuels dans les débats publics. Je voudrais aborder cette question-là au regard de moi. Ce qui m'intéresse, c'est davantage les mutations contemporaines de l'université, c'est-à-dire essayer de comprendre le rôle de l'université, ou du moins le rapport université-société tel qu'il du moins est présenté dans le cadre du discours actuel qui porte sur l'économie du savoir, qui est un de mes objets de recherche privilégiés. Parce que c'est assez étrange dans la mesure où on demande de plus en plus à l'université de s'arrimer sur la société, c'est-à-dire d'avoir un effet dans la société. Je pense que ça vient remettre en question finalement la figure, la représentation qu'on avait traditionnellement de l'intellectuel. Puis à ce titre-là, je pense qu'il y a des propos du recteur de l'Université de Montréal, pour ne pas le nommer, mais sont révélateurs d'une transformation, je pense, de l'université, qu'on retrouve, du moins dans les discours qui débordent le Québec, on retrouve dans les discours sur les transformations du rôle de l'université dans l'économie du savoir. Puis, probablement que vous avez entendu donc, le recteur de l'Université de Montréal qui avait dit que les cerveaux devaient correspondre aux besoins des entreprises. Assez curieusement, à l'époque, lorsqu'il avait souligné ça, c'était, je pense, dans le cadre d'un rendez-vous du savoir devant l'élite commerciale au Québec. J'avais, moi, avec mon co-auteur du livre Université Inc., on avait écrit une lettre dans le Devoir pour dénoncer, ou du moins questionner ces propos-là. Puis le recteur Guy Breton avait quand même pris soin de nous répondre dans les pages du Devoir en disant, effectivement, les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. Il répondait, je réitère, les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. Puis il ajoutait que l'Université de Montréal est une université publique et c'est surtout pas un déshonneur. Une université publique, c'est aussi une université utile. Puis ça, selon moi, c'est représentatif d'une transformation, du moins du rôle ou de l'idéal normatif sur lequel était fondée l'université. Puis il est directement lié au passage à ce qu'on appelle une économie du savoir. C'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer dans le cadre de mon exposé. Dans quelle mesure, finalement, est-ce que ça transforme la représentation qu'on se faisait de l'intellectuel traditionnellement? Puis un autre exemple, encore une fois, je m'excuse, tiré de l'Université de Montréal, mais l'Université du Québec à Montréal, dont je proviens aussi, était affiliée à cette annonce-là. On avait annoncé, je pense pendant la grève étudiante en 2012, que les recteurs avaient été mobilisés de la plupart des universités au Québec pour soumettre leur expertise dans le développement du plan Nord au Québec. Donc, la nouvelle était sortie aussi dans le Devoir à l'époque. Ça n'a pas fait de grand cas. Ceci dit, ça démontre aussi la transformation de l'université, du rôle de l'intellectuel, dans la mesure où ce qu'on voudrait faire porter comme mission de l'université puis de l'intellectuel, ce n'est plus un lieu de critique, on pourrait dire, mais davantage celle de ce qu'on appelait à l'époque un conseiller du prince. Le conseiller du prince qui est assimilé dans notre langage contemporain un expert. Puis l'expert, c'est tout le contraire
de ce que, justement, Sartre appelait, définissait l'intellectuel comme quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. C'est-à-dire, dont le rôle principal, c'est de critiquer toutes les formes de pouvoir. Là, la mission, moins dans le débat ou dans le discours qui est assigné à l'université, c'est celle, pour parler comme Althusser dans les années 60, d'un appareil idéologique d'État. Complètement. Donc, son rôle, c'est d'assurer ou de maintenir le développement économique du Québec. C'est une transformation fondamentale que je vais contextualiser, donc sociologiser, c'est comprendre comment est-ce que, justement, ça a une conséquence justement sur le rôle de l'intellectuel, en me basant sur une série d'auteurs qui ont traité de la question, notamment Enzo Traverso, qui a écrit un petit bouquin qui, peut-être vous l'avez passé il y a un an ou deux, qui s'appelle « Où sont passés les intellectuels », où il dit avec la massification des études supérieures, l'intellectuel est aujourd'hui, dans la plupart des cas, un universitaire, et non plus un écrivain ou un journaliste, comme il y a un siècle. Mais il dit, mais il n'est plus chez lui à l'université, qui est devenu un lieu de fabrication d'experts, assez curieusement. Donc, c'est un peu ça que je vais interroger. Donc, dans un premier temps, essayer de questionner, avec ce qu'on dit, moi, Traverso, la relative absence des intellectuels dans les débats publics. Je parle ici en général, mais on pourrait transposer la question au Québec. Par la suite, essayer d'expliquer ce passage-là, justement, le passage de l'intellectuel à l'expert dans le contexte de l'économie du savoir, pour par la suite questionner un peu la crise, puis ça va faire un peu relais avec l'explication de la crise étudiante. Je pense qu'il s'inscrit dans un cadre plus large d'une crise qui a été analysée par certains comme une crise civilisationnelle. Donc la crise de l'université comme symptôme d'une crise de la civilisation. C'est la thèse qui était défendue par un sociologue de l'UQAM qui s'appelle Michel Freytag, dans un texte assez classique qui s'appelle Le naufrage de l'université, mais qu'on retrouve aussi une thèse semblable chez Michel Henry, le philosophe français qui a écrit La barbarie début des années 90. Puis donc c'est un peu ce que je vais mettre en contexte dans la dernière partie de mon exposé. Donc, pour ce qui est de mon premier point, comment est-ce qu'on pourrait expliquer de manière plutôt phénoménale la relative absence, je dirais, des intellectuels dans les débats publics? Bon, une analyse superficielle pourrait dire, on pourrait probablement expliquer ça par un phénomène qui est celui de la marchandisation des médias ou de la culture en général, c'est-à-dire que les débats publics, si on faisait écho aussi aux thèses chomskiennes, qui dit que les médias sont devenus un lieu de manufacture, de fabrication du consentement. Cette thèse-là dit que le débat d'idées, dans ce contexte, cède sa place, en gros, une foire d'empoigne, des tribuns populistes, des démagogues, ou encore des experts, dont le rôle est principalement d'appuyer le pouvoir et non de le critiquer. Donc, les médias serviraient strictement à reproduire l'idéologie dominante. C'est pas une thèse que je vais défendre, même si on pourrait dire qu'elle a une partie de vérité, mais elle ne permet pas de comprendre justement les raisons profondes, les causes structurelles puis sociologiques de cette disparition de la figure de l'expert. Traverso, de son côté, justement, identifie une série de facteurs qui m'apparaissent beaucoup plus intéressants pour essayer de comprendre ce phénomène. Il parle d'une part de la fin des utopies au XXe siècle, la montée du niveau conservatisme, la marchandisation de la culture, puis la désillusion des nouvelles générations. Puis Traverso, dans son analyse, justement, il montre que l'intellectuel, il met sa figure, sa représentation, elle apparaît avec le monde moderne, finalement. Donc, elle apparaît avec la sortie de la prémodernité, du monde prémoderne, puis il cherche finalement à critiquer le pouvoir, puis les formes de domination archaïques pour édifier un nouvel ordre, tel que les Lumières l'avaient pensé, un ordre social qui est fondé sur la raison. On peut partir de ça, mais je pense que justement, je vais conclure à la fin de mon exposé en disant qu'il faut peut-être aussi aller plus loin puis aller regarder les thèses d'Adorno et Horkheimer, qui disaient dans la dialectique de la raison que peut-être que la disparition de cette figure d'intellectuel a des causes plus profondes,
qu'il faut aller chercher dans les contradictions du principe même sur lesquels s'est édifié le monde moderne, c'est-à-dire la raison. C'est la thèse d'Adorno. Je pense qu'il doit, qui doit quand même être prise au sérieux dans la mesure où moi je défendrais l'idée que justement ça culmine cette contradiction-là avec, dans le contexte actuel, avec le discours puis la pratique de plus en plus effective qui est celle de l'économie du savoir. Dans la mesure où, si on suit un peu les thèses d'Adorno et Horkheimer, c'est-à-dire que la contradiction de la raison moderne, elle apparaît le jour où on expulse la dimension sensible du monde pour ne conserver, on va dire la culture, pour ne conserver que la raison sous sa forme instrumentale. Puis c'est effectivement ce qu'on retrouve dans le discours d'économie du savoir, puis de manière corollaire, la volonté de branchement des universités sur l'économie. C'est-à-dire sortir de l'université de sa tour d'ivoire, assez curieusement. Donc, il faut se poser la question, d'où provient, c'est quoi les fondements, on pourrait dire, idéologiques, épistémologiques même, qui proviennent sur lesquels se fonde justement cette idée d'économie du savoir, qui n'est pas banale, parce qu'on pourrait dire, bon, on est dans une société du savoir, mais les mots ne sont pas innocents, j'imagine que vous le savez en littérature. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser le vocable pour définir nos sociétés, ou du moins la voie, la direction dans laquelle on s'en va, d'économie du savoir, et non pas de société du savoir? C'est pas innocent. Puis, on peut retrouver les racines de cette idée d'économie du savoir, principalement dans ce qu'on pourrait appeler la révolution épistémologique qui apparaît avec le néolibéralisme, ou du moins avec ses fondements doctrinaires, qui sont plus ou moins connus, parce que souvent on associe le néolibéralisme à la déréglementation des marchés, la privatisation. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Lorsqu'on va voir les fondements épistémologiques des textes fondateurs du néolibéralisme, on trouve chez notamment Hayek, Friedrich Hayek, qui est un des pères fondateurs, une théorie de la connaissance, qui s'appelle, dans un texte fondateur qui s'intitulait The Use of Knowledge in Societies. Hayek vient redéfinir assez radicalement le rôle de la connaissance dans la société. Puis il vient redéfinir aussi le fondement du marché. Puis ça, c'est quelque chose qui avait été relevé aussi à l'époque par Foucault dans ses cours, un bouquin qui s'appelait Naissance de la biopolitique, où il dit, Hayek dit au final, il faut remettre le contexte, le débat dans son contexte, Hayek s'en prend en quelque sorte à la possibilité de faire de la planification économique. Assez curieusement, il va dire la planification économique est impossible parce que le marché n'est pas le lieu de l'équilibre entre l'offre et la demande, tel que le proposait l'économie classique. Il dit le marché, il ne se légitime plus sur cette raison-là, il se légitime en raison de sa capacité à recueillir les connaissances. En fait, le marché devient un système de transmission de l'information et de la connaissance. Et pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place un ordre basé sur le marché? C'est en grande partie parce que si aucune entité ou institution est en mesure de recueillir l'ensemble des informations qui sont détenues par les agents du marché, pour pouvoir mettre en place un ordre planifié et rationnel. Hayek s'en prend aux intellectuels notamment, c'est-à-dire à la volonté, on pourrait dire, des intellectuels de vouloir synthétiser l'ensemble de la société. Donc il y a un anti-intellectualisme qui se retrouve dès le fondement du néolibéralisme, qui va mener à des contradictions dont je vais parler un peu plus tard. Mais en fait, je dirais que ça va avoir des conséquences profondes, cette représentation du marché-là, comme lieu de transmission de l'information et de la connaissance, parce que c'est le fondement également du discours sur l'économie du savoir, puis des fondements, des transformations de l'université se basent en grande partie sur ce discours-là. Sans même, par contre, on s'en rend compte. Notamment en transformation, la représentation de l'individu comme un entrepreneur de lui-même, c'est-à-dire comme un individu qui calcule, qui augmente son capital humain.
c'est la thèse de Gary Becker, mais qui va avoir des répercussions assez fondamentales sur l'éducation, mais qui va se répercuter également, si on se rappelle les débats qui ont eu lieu dans le cadre de la grève étudiante en 2012, en grande partie. Le fondement du discours disait, le discours qui justifiait la hausse, ben, c'est que il est tout à fait justifié de payer dans la mesure où on achète son capital humain, on obtient un plus haut salaire à la fin de l'achat de son cursus scolaire. C'est une représentation du monde, on va dire une idéologie, mais qui a de plus en plus une effectivité. Puis qui va avoir une effectivité aussi dans les transformations de l'université à partir des années, on pourrait dire, 70-80. Lorsqu'on parle notamment de branchement de l'université sur l'économie, sur son environnement, sur la société. L'université doit devenir un lieu utile, mais lorsque la société devient une société de marché, ce qu'on justifie, c'est le branchement direct de l'université sur le marché, et non plus la distance qui en était constituée. Ça s'opère à l'OCDE, on sait bien, mais c'est quelque chose qui commence dans les universités américaines à partir des années 80 également, mais qui va percoler à l'OCDE, puis qui va être finalement intégré dans les universités au Québec et au Canada à partir des années 80-90, à travers le discours de la nouvelle gestion publique notamment, qui se fonde explicitement sur les idées, donc j'ai exposé tout à l'heure les fondements des thèses épistémologiques de Hayek. Mais tout ça ne se fait pas de manière naturelle. Il y a eu un long processus de transformation institutionnelle qui a rendu possible ça, notamment via justement la réforme des gouvernances des universités, qui font de elles un lieu qui autrefois se fondait sur un idéal ancien, on pourrait dire, de la corporation de métier, c'est-à-dire une communauté où se retrouvent finalement professeurs et étudiants, qui était le fondement institutionnel de l'université. Ce lien-là doit être cassé pour pouvoir justement brancher l'université sur l'économie. Donc, casser le rapport de collégialité pour le remplacer par des rapports managériaux. Ce qui fait en sorte que la fonction du recteur, notamment dans les universités, est fondamentalement transformée. La fonction du recteur était à l'époque, une citation médiévale, mais c'est présenté tout à l'heure, mais c'est d'être le premier parmi les égaux. Alors que dans sa fonction actuelle managériale, il devient de plus en plus celle d'un PDG ou d'une espèce de voyageur de commerce qui doit aller attirer des capitaux. Donc pour ça, nécessairement, il faut casser l'ancien rapport institutionnel qui empêchait de faire rentrer la logique économique au sein de l'université. Ça, c'est une des premières transformations. L'autre, ça nous préoccupe moins, mais c'est quand même important parce que c'est le fondement de l'économie du savoir, c'est-à-dire détruire aussi l'ancienne logique de production du savoir, qui, selon un des sociologues puis historiens des sciences classiques, qui s'appelle Robert Merton, appelait le régime communiste de production du savoir. C'est-à-dire que le savoir traditionnel, il est produit de manière libre et gratuite. C'est du fait de sa diffusion, de sa liberté, qu'on est en mesure de produire davantage du savoir. Donc, il appelait Merton un régime communiste parce qu'il était complètement opposé à l'actuel régime, qui est celui de la privatisation du savoir, donc pour produire des brevets. Puis ça, également, ça prend un processus politique et institutionnel pour le rendre possible. Aux États-Unis, d'où les innovations actuelles découlent, ça a été une loi qui s'appelait le Bayh-Dole Act, du nom des deux sénateurs qui avaient promulgué la loi. En fait, la loi Bayh-Dole, ce qu'elle permettait, c'était aux universités américaines, donc la recherche qui était produite dans les universités américaines, qui était financée publiquement, pouvait maintenant être commercialisée par la suite. C'est une loi qui a, je pense, qui a été votée en 84, mais qui va avoir des conséquences majeures, même ici au Canada et au Québec, parce que du moment où le rôle de l'université devient celui de vecteur de développement économique, l'ensemble des acteurs dans le monde vont essayer de suivre cette logique-là.
Puis assez curieusement, lorsqu'on parle d'économie du savoir, il faut voir encore une fois dans le discours et dans l'idéologie toujours des contradictions. Hein. Ce discours-là se fonde sur une logique managériale, les sciences managériales, qui essaie de dire, bon, mais il faut importer le modèle de la corporation privée, le modèle au sein des universités pour les gérer de manière la plus efficace possible. Hein. Au moment où apparaît ce discours-là, au sein des corporations, il y a un nouveau discours managérial qui dit il faut dégraisser, il faut flexibiliser, il faut détruire la structure pyramidale de la corporation. Hein. On dit que les universités doivent se fonder là-dessus. Mais assez curieusement, elles ne fonctionnaient déjà de manière décentralisée et hiérarchique. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est en important le modèle de la corporation, on a calqué l'ancien modèle de la corporation pyramidale, puis on a détruit l'ancien modèle collégial. Hein? Puis ça s'explique en grande partie par le fait que les transformations économiques fondamentales qui étaient celles justement du dégraissage, mais le principal dégraissage qui était fait dans les corporations, c'était celui de dégraisser les services de recherche et développement. Donc, puis, vous voyez au Québec, si vous regardez un peu ce qui se passe, les universités, on demande aux universités d'être des lieux de sous-traitance des services de recherche et développement des corporations qui ne veulent plus assumer au final ces services-là qui sont des investissements trop risqués. Donc, on fait porter sur le service public. Ça va avoir des conséquences fondamentales sur la mission des universités, puis ça va se légitimer assez curieusement par un nouveau discours sur qu'est-ce que le savoir, puis quelle est sa validité. Hein? Où on cherche le fondement de la validité du savoir. C'est ce qui a été théorisé, si on veut, dans la Bible de tous les managers des universités à l'heure actuelle, qui s'appelle The New Production of Knowledge, qui a été écrit à l'époque par Michael Gibbons et Camille Limoges. On peut dire qu'au Québec, on est quand même partie prenante des grandes innovations sociales. Camille Limoges, c'est un des premiers... En fait, c'est le rédacteur de la première politique scientifique au Québec, professeur, historien des sciences. Donc, qui avec Gibbons ont écrit un bouquin, mais qui a été repris finalement par l'ensemble des institutions qui s'occupaient de des questions universitaires. Donc, la thèse de New Production of Knowledge dit en gros hein, que le savoir traditionnel, il était produit nécessairement dans les universités, hein, puis était qualifiait selon eux ce mode de production de savoir de hiérarchique. Hein. Il est hiérarchique parce qu'il repose sur le débat hein, dans la communauté scientifique qui doit valider sa légitimité ou non. Hein. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est les pairs qui doivent au final déterminer ce qui est vrai ou pas. Hein. C'est le fondement du savoir traditionnel. Gibbons et Limoges disent dans l'économie du savoir, on doit passer à un nouveau mode de production de savoir, hein, qu'ils vont nommer mode 2, ou non, New Production of Knowledge, qui se drape au soréole d'un discours démocratique. Hein, c'est-à-dire, on va déhiérarchiser le savoir, on va le produire de manière plus, c'est-à-dire horizontale, dans la mesure où la légitimité du savoir ne se fera plus de manière hiérarchique dans la communauté universitaire, mais à partir des effets qu'il produit dans la société. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va légitimer ce qui est vrai? C'est les effets qu'ils vont produire à l'extérieur de l'université. Hein? Puis, tout ça étant auréolé d'un discours démocratique, anti-hiérarchique, mais au final, on sait très bien que ce qui devait l'emporter, c'est le discours économique, qui devenait de plus en plus dominant. Hein? Puis, encore une fois, on pourrait dire que ce que décrit cette nouvelle conception du savoir, en fait, c'est de rendre effectif ce que Lyotard appelait dans la condition postmoderne le savoir performatif. Hein? Lyotard, encore une fois, le Québec est encore au pied de l'innovation dans les transformations des universités, parce que, si vous vous rappelez, la condition postmoderne, c'était un rapport de recherche qui avait été commandé par le Conseil des universités du Québec, qui est l'actuel Conseil des études supérieures, je crois.
peu importe, c'est le gouvernement du Québec qui avait commandé le rapport où Lyotard disait, hein, dans le contexte post-industriel, hein, où on assiste à une marchandisation du savoir, ce n'est plus, au final, la vérité, hein, qui va devenir le critère de validation du savoir, mais plutôt la performativité. Performativité étant, la question est plus de savoir est-ce que c'est vrai, et plutôt combien ça coûte et combien ça rapporte. Hein, c'est-à-dire la performativité de ton discours qui va devenir le critère de légitimation de la production du savoir. Puis Gibbons, d'ailleurs, qui était consultant pour l'OCDE, par la suite, va dire, hein, à propos des universités, il va dire la pertinence, par ici des universités, deviendra quelque chose qui devra être démontré, non seulement une fois, mais sur une base continuelle. Il dit carrément, les impératifs économiques vont tout balayer sur leur passage. Si les universités ne s'adaptent pas, elles seront dépassées. Donc ça, c'est pour mon point. Il me reste quoi, une quinzaine de minutes? Et demi, donc j'avais 45, 15 minutes. Conséquences, quelles sont les conséquences justement sur la figure de l'intellectuel, de ces transformations que j'ai abordées assez succinctement sur le branchement de l'université sur l'économie du savoir. Conséquence immédiate, c'est, disons, la dissolution tendancielle, hein, la disparition tendancielle de la pensée critique, qui est, du moins dans le discours, demandé dans cette nouvelle mission de l'université. En passage de l'intellectuel à l'expert, on élimine nécessairement la pensée critique. Alors, par pensée critique, j'entends aussi la capacité de réfléchir synthétiquement, de manière réflexive, disons, la société dans son ensemble, dans sa totalité. Effectivement, l'université comme lieu de synthèse tend à se dissoudre dans cette nouvelle fonction de l'université. Hein? C'est-à-dire l'université, lieu universitas, lieu de l'universel, dans les discours qui est celui justement, je comprends celui de Breton, hein, il dit on n'est plus dans les universités parce qu'avec la massification des universités, nous sommes des multiversités. Nous ne cherchons plus l'universel, mais à s'adapter à l'ensemble des demandes de la société. Donc, nécessairement, la figure de l'intellectuel comme représentation subjective du lieu de synthèse tend à s'effriter de plus en plus. Hein? Nécessairement, les universités vont se mettre à favoriser l'éclatement des savoirs en disciplines hyper complexes. Nécessairement, discipline hyper complexe qui est le lieu de discussion de l'expert. Discipline où se produisent des savoirs hyper spécialisés qui servent finalement à la reproduction d'une dynamique essentiellement technique. Celle de la technoscience, qui est la science au service de l'accumulation du capital. Traverso va le dire, l'expertise est un moyen efficace pour tuer la pensée critique. Assez clair. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de pensée critique qui se développe au sein de l'université. Puis, il y en a assez curieusement de plus en plus. Mais apparaît un phénomène qui est celui de la déconnexion entre la pensée critique et les penseurs critiques et la société en général. Ça, c'est un peu ce qui est montré dans un bouquin de, j'ai toujours de la misère à prononcer son nom, Razmig Koutcheyan, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hémisphère gauche, hein, qui fait une espèce de cartographie des nouvelles pensées critiques à l'heure actuelle, puis sa cartographie montre très bien qu'il y a une prolifération des penseurs critiques. On a de plus en plus un éclatement de la pensée critique, on pourrait dire. Mais il dit en gros, dans sa thèse, c'est que la réflexion critique actuelle, puis ça explique aussi un peu la disparition de l'intellectuel, du moins de sa figure comme penseur de l'universel, elle s'explique par l'intériorisation de la défaite. Hein? C'est-à-dire que, il dit que la gauche, hein, nécessairement, qui est le lieu de production de la théorie critique et des penseurs critiques, est en train de tomber dans une espèce d'admiration narcissique pour la défaite. Puis ça, là-dessus, on peut citer, je l'avoue, Zizek, un philosophe slovène, pop star de la philosophie, si on voudrait, qui
publie plus vite que son nom. Mais il sort toujours des bonnes blagues. Il y en a une qui dit dans Bienvenue dans le désert du réel. Hein, puis il dit la perspective critique actuelle, hein, elle ressemble de plus en plus à celle de la position cynique de Talleyrand qui dit lors d'un dîner entendu par hasard, qui entend dans un dîner par hasard des bruits de combat dans la rue, puis il se retourne vers ses compagnons de table, puis il leur demande hein, voyez-vous, notre cœur est en train de l'emporter. Lorsqu'on va lui demander à Talleyrand, mais quel camp il va répondre nous saurons demain lorsque nous aurons trouvé qui aura gagné. Il dit la position inverse hein, de la pensée critique actuelle, c'est une espèce d'inversion nostalgique de la position de Talleyrand, c'est de dire hein, voyez-vous, notre camp est en train de perdre. La question étant quel camp? Bien, la réponse est nous saurons demain lorsque nous aurons trouvé qui a perdu. Donc, la pensée de la défaite, qui est en quelque sorte une des explications aussi qui est donnée par Traverso de la disparition de l'intellectuel, elle se fait curieusement hein, dans le contexte actuel, à travers une prolifération justement de ces pensées critiques, contexte de mondialisation et de professionnalisation de l'activité intellectuelle, qui fait en sorte que le lieu de reconnaissance du penseur critique, c'est l'université américaine. Mais, assez curieusement, ce que dit Kucheyan, c'est l'intellectuel, en se professionnalisant, il en vient à se déconnecter de son auditoire, hein, qui était le mouvement social. Parce qu'on se rappelle que l'intellectuel critique, traditionnellement, existait justement hors les murs. Hein. Il était, comme disait Gramsci, un intellectuel organique qui était lié hein, chez les marxistes à la classe révolutionnaire. En se professionnalisant, donc, se déconnecte hein, de sa masse critique. C'est un peu la thèse aussi qu'on trouve chez Zygmunt Bauman, Bauman, penseur de la modernité liquide, on pourrait dire une variante de la postmodernité, qui dit hein, que, je vais citer ici Bauman parce qu'il explique en grande partie cette déconnexion entre l'intellectuel et on peut dire, son auditoire. Il l'explique justement par l'apparition de cette culture postmoderne, hein, qui au départ était dénoncée par les intellectuels comme étant justement une culture aliénée et aliénante. Il dit en gros, hein, est devenue culture de consommation, c'est-à-dire simple objet d'étude. Hein. Puis il dit, Bauman, alors que dans la modernité, la culture avait pour objet ou enjeu de produire pour la nation un individu autonome, qui était le projet de la modernité, c'est-à-dire l'individu qui est intégré les lois et qui est en mesure de délibérer de la loi, parce qu'il en est le producteur. Il s'agit maintenant, dit Bauman, de parvenir à consommer librement. L'intellectuel n'a plus rien à apprendre à ses contemporains. Alors, tout juste, sa raison peut-elle servir à instaurer un sens commun entre des groupes permettant conversation privée et intégration sociale. Il dit le législateur est devenu interprète. Il dit la position traditionnelle de l'intellectuel étant le législateur, hein, il devient purement un interprète. Il dit c'est une des conséquences justement de la marchandisation de la culture hein, qui fait en grande partie que qui rend difficile du moins le débat critique dans la mesure où on va dire, la démocratie de marché se fonde sur le relativisme des idées. Toutes les idées se valent. Donc, c'est très difficile de trancher. Il devient finalement impossible de trancher. C'est un peu là où je voulais conclure, passe une dizaine de minutes, pour reprendre un peu Arendt, hein, la crise de la culture, c'est une crise hein, de l'autorité, assez curieusement, parce qu'elle mène à la disparition de la vie publique. Les citoyens délaissent la chose publique pour aller dans la consommation, puis la jouissance dans la sphère privée. C'est finalement, justement pour conclure, essayer de comprendre la signification. Je pense que au Québec, la crise étudiante, selon moi, est un symptôme justement de cette crise de la culture, on pourrait dire plus profondément une crise de la civilisation, dans la mesure où, si on reprend justement les thèses de Michel Henry ou encore de Michel Freytag, hein,
ces auteurs-là montrent finalement que la crise qui affecte les universités, ben, qui peut expliquer, ou du moins qui explique en partie, la disparition d'une figure de l'intellectuel, est le symptôme d'un malaise plus profond, hein, qui est justement au fondement de la raison moderne, où cette raison-là se fonde, ou du moins tend tranquillement à extérioriser le rapport sensible au monde, ce que Michel Henry appelle justement la culture, au profit de la raison technoscientifique. Henry dit, au final, où est-ce qu'on retrouve ça? C'est chez Galilée. Hein, chez Galilée, pour qui la seule raison qui compte, c'est celle qui est quantifiable, mathématisable, qui va devenir, hein, le fondement de la vérité. C'est ce que dit, en gros, c'est la thèse d'Henry dans La Barbarie. Il dit, il consacre dans ce livre-là un chapitre sur l'université, puis il dit, l'université traditionnellement avait pour fonction de transmettre et d'accroître le patrimoine culturel humain. Hein? Puis il dit justement, Henry est un phénoménologue, donc s'intéresse à la vie. Puis il dit, la vie s'accomplit justement dans la culture, et l'université doit être la gardienne de la culture. C'est ainsi que, hein, la thèse d'Henry, ben, elle se fonde vraiment sur la conception traditionnelle de l'université, hein, qui est de dire qu'elle est indépendante de la société. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas au même rythme que la société. Hein. Elle fonctionne dans le temps long. La réflexion, ça se fonde sur le temps long, donc sa temporalité, hein, est nécessairement beaucoup plus longue parce qu'il faut tergiverser et théoriser, ce qui est le fondement, hein, de la pensée critique, alors que la réalité fonctionne à l'immédiateté. Hein, et le branchement de l'université sur la réalité immédiate fait en sorte qu'on demande à l'université d'adapter sa temporalité à celle de la société, à celle du rythme de la production qui s'accélère constamment. Hein. Puis, Henry dit assez curieusement, hein, cette destruction, il dit carrément, la destruction de l'université comme lieu de culture est difficile à décoder justement parce qu'on n'explique pas cette transformation-là dans la mesure où on enrobe la transformation d'un discours idéologique aux accents démocratiques. Hein? On dit, il n'est pas normal dans une société égalitaire, hein, et démocratique que des institutions ne rendent pas de compte et ne fonctionnent pas à la même logique que celle qu'on retrouve à l'extérieur de la société. Comment justifier le fait que des professeurs enseignent 2 cours par semaine alors que la majorité de la population trime 40 heures et plus par semaine? Donc, l'université doit rendre des comptes. Comment expliquer, on va dire Henry, hein, comment tolérer le fait que les étudiants doivent être en droit d'attendre que les cours qu'ils payent vont mener nécessairement à un métier? Hein? Dans la mesure où on demande de plus en plus à l'université d'être une agence de placement. Hein? Donc, ce que dit Henry, dit la barbarie, c'est quoi? C'est l'adaptation à l'état de choses empiriques, à la réalité empirique. Hein? Ce qui fait que le rôle des professeurs n'est plus de référer à une norme idéale, mais de plus en plus d'absorber le discours de la communication, hein? C'est-à-dire le discours de la performativité. On demande aux universitaires de devenir des experts, c'est-à-dire d'avoir une performativité, c'est-à-dire de passer dans les médias. Hein? Si vous regardez les formulaires de demande de subvention du CRSH, on vous demande d'énumérer le nombre de passages à la radio, à la télévision, dans les journaux. Hein? Le savoir devient performatif. Donc, il devient de plus en plus branché sur les besoins de la société. Même chose, hein? Donc la thèse d'Henry, c'est de dire, en expulsant la culture de l'université, on intègre la technique, hein, les fondements technoscientifiques qu'on retrouve à l'extérieur de ces livres. Alors, pour dire, si on dit que la crise actuelle de l'université est une crise plus profonde,
ça demande de se réinterroger, justement le rôle de la culture et son rôle avec l'université, son fondement dans l'université. Dans la mesure où celle-ci, je pense, l'idée, une des fonctions de l'intellectuel, on pourrait appeler, Traverso l'appelle ainsi, l'intellectuel enseignant est en train de disparaître. Rétablir cette idée qu'on retrouvait chez justement, de nos dernières grandes figures intellectuelles qu'on avait au Québec, qui s'appelait Fernand Dumont. Dumont disait justement le rôle de l'école, d'enseignement, de l'éducation en général, était de former à une culture seconde. La culture seconde étant celle qui extirpe l'individu de son immédiateté, pour l'élever en quelque sorte au rang d'être autonome ou citoyen, peu importe, dans ce qui correspond en gros à ce qu'on retrouvait chez les Grecs, qu'on appelait la paideia. C'est-à-dire, chez les Grecs, la paideia, son traduit, ça doit dire dressage, au sens d'élévation, de sortir de l'animalité pour devenir finalement un citoyen qui est en mesure de débattre dans l'espace public. On pourrait dire élever les individus au meilleur de leur capacité, les amener au-delà de leur animalité, afin, au final, qu'ils ne vivent pas et ne pensent pas comme des porcs, comme disait John Stuart Mill. Donc, repenser à quelque part l'humanisme dans le contexte de l'économie du savoir. Ça demande de sortir de l'économie du savoir, en quelque sorte. De déconnecter le savoir de l'économie pour rentrer, au final, dans une réelle société du savoir. Puis je vous invite, je vais terminer là-dessus, je n'ai pas vraiment le temps je vais faire mon temps, il était 45. De voir les contradictions du discours actuel sur l'économie du savoir. Il y en a un assez fondamental, c'est qu'un ordre social fondé sur la raison, comment peut-il se fonder sur la raison dans la mesure où, si vous vous rappelez, la thèse de Hayek, c'est de dire que c'est l'irrationalité de chacun des individus que devra se fonder l'équilibre de la société. C'est ce que Hayek dit. C'est l'impossibilité, l'ordre social se fonde sur l'impossibilité de compréhension synthétique du monde, mais sur la capacité des individus, à partir de leur savoir tacite, de s'adapter aux signaux que lui envoient les informations du marché. Donc, on a une contradiction fondamentale ici. Comment est-ce qu'on peut légitimer un ordre sur la raison alors qu'on est basé justement sur l'irrationalité et la bêtise de chacun des nodes individuels du réseau? C'est un peu la thèse de Bernard Stiegler, qui a écrit un bouquin il y a 2 ans, je crois, 1 ou 2 ans, qui s'appelle « Bêtise et savoir au 21e siècle », qui est une réponse à Lyotard, où il dit en quelque sorte que le développement actuel de l'université, mais de la société en général, son branchement direct sur la technologie, fait en sorte qu'on assiste à une aliénation qui devient triple. Aliénation du savoir-faire, du savoir théorique et du savoir-être. Donc, il dit à la boutade, l'économie du savoir, ou encore ce qu'on peut appeler le capitalisme cognitif, c'est-à-dire le fait de brancher les cerveaux sur les entreprises, ça a pour conséquence non plus ce que les marxistes appellent la baisse tendancielle du taux de profit, mais la baisse tendancielle de la valeur esprit. Donc, ce qui voudrait réhabiliter, de plus en plus, c'est cette idée de la culture, puis réactiver une pensée critique, nécessairement autour de la défense du commun, des biens communs, notamment celui de la culture, qu'il faut sauver de plus en plus contre une espèce de réification marchande auquel on assiste à l'heure actuelle. Je pense que je fais des plans.